Bienvenue dans Impact at Scale, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies pour aligner impact positif et changement d'échelle. Je suis Adriana Peyruz, CEO des Impacteurs. Et très concrètement, on fait du conseil en impact positif pour les entreprises en phase de scale et du conseil en changement d'échelle pour les entreprises à impact positif ou les structures de l'ESS. Allez, trêve de bavardage et place à l'invité de la semaine. Salut Étienne. Salut Adriana. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Écoute, ravi de t'avoir en tout cas, et je vais très bien. Parfait. Écoute, aujourd'hui on va parler des attentes d'un fonds Impact Investing quand il investit plutôt en phase de seed. Oui. Mais avant ça, je te propose de te présenter, tout simplement. Parfait. Donc je m'appelle Étienne, je suis originaire du Pas-de-Calais. J'ai fait mes études à Paris, je suis arrivé à Paris pour faire Sciences Po. Et ensuite, j'ai commencé mon parcours pro avec quelques stages. Un premier stage dans une asso qui s'appelait ALD, à l'obsolescence programmée. On accompagnait plein d'entreprises, Calais Murphy, à Back Market, en passant par Fnac Darty, pour les accompagner dans toutes les problématiques qui vont être liées à l'obsolescence programmée. Donc ça, c'était ma première expérience. Ensuite, j'ai pas mal hésité entre basculer sur la RSE, ou plutôt basculer sur la finance. Et j'ai vu une offre par quelque chose qui s'appelait le French Impact, qui avait pour mission d'accompagner les porteurs de projets locaux dans leur développement, dans leur recherche de financement, et également les fonds d'investissement à impact dans la mesure de leur impact. C'était un programme financé par la Banque des Territoires. Et c'était une super expérience qui m'a vraiment appris plein de choses. On a mis en place un programme pour aider à la levée de fonds. Ça m'a fait découvrir aussi tout l'écosystème start-up qui n'est pas seulement à Paris, mais qui est aussi à Limoges, qui est aussi à Bayonne, qui est aussi dans le Pas-de-Calais. Enfin, il y a vraiment plein de choses. À Bordeaux, exactement. Et du coup, suite à ça, j'ai fait un premier stage en parallèle de mon M2 au sein d'Asterion, donc fonds d'Impact Investing. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai une expérience à la BPI, côté fonds de fonds, qui a pour objectif d'investir dans des fonds d'investissement. Une expérience aussi que j'ai trop aimée. Et là, je suis revenu chez Asterion il y a 3 mois, du coup, en tant qu'analyste pour ce fonds d'Impact Investing qui a été lancé il y a 1 an et demi. Ouais, c'est un fonds très, très récent en fait. Ouais, c'est super récent. Et ton rôle d'analyste, ça consiste en quoi très concrètement ? Oui. Alors, du coup, il y a principalement, ça va être la gestion de ce qu'on appelle le deal flow, donc la réception des dossiers d'investissement. Donc, il y en a une 50aine par semaine. Il y a un premier tri qui va être fait par mois. J'entrerai dans les détails peut-être après sur comment se fait ce tri. Il va y avoir aussi toutes les relations avec les incubateurs. C'est quelque chose, je pense, que j'ai un peu tiré de mon expérience du French Impact. Le côté vraiment aller chercher des incubateurs qui n'ont pas forcément cette connaissance de l'écosystème très parisien. Donc ça, c'est un peu mes 2 principales missions. Et après, il va y avoir également l'appui sur ce qu'on appelle des due diligence, donc sur des analyses d'opportunités. Donc voilà un petit peu les missions. Après, on est une petite équipe, donc c'est toujours un peu touche à tout. Mais dans l'idée, c'est principalement ça, oui. Est-ce que vous êtes combien là actuellement ? Là, actuellement, on est 7 et il y a 2 stagiaires qui viennent de nous rejoindre la semaine dernière. Ok, trop cool. Et ben vas-y, présente-moi un petit peu plus en détail Asterion. Oui, bien sûr. Donc Asterion, comme je le disais, c'est un fonds qui est assez jeune, qui va avoir 1 an et demi, 2 ans. On a investi dans 10 entreprises pour l'instant, une 11e qui arrivera bientôt. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller financer les entrepreneurs à impact, donc qui ont vraiment cette vision un peu de chercher le bien commun, chercher à répondre à des problématiques sociétales et ou environnementales. Au niveau des tickets, puisque c'est comme ça souvent qu'on définit les fonds, on investit à hauteur de 300 000 € et jusqu'à 3 millions. Donc ça peut être du co-investissement ou ça peut être nous seuls. Et la particularité d'Asterion, c'est que les investisseurs derrière Asterion apportent non seulement du capital, mais également de l'accompagnement assez fort. C'est vraiment la vision d'Asterion. On a ce qu'on appelle un sweet spot sur les primo-entrepreneurs et du coup avoir des projets qui répondent vraiment à ces problématiques d'impact et être capable de leur apporter à la fois du financement en equity et à la fois un accompagnement vraiment poussé, les accompagner dans leurs problématiques de croissance, d'impact, etc. Oui, parce que ce que tu m'avais expliqué auparavant, c'est qu'en fait, ceux qui abondent le fonds actuellement, c'est des entrepreneurs, des anciens entrepreneurs. Exactement. Donc on a principalement des anciens de la tech qui ont du coup vraiment un côté très opérationnel, qui ont monté des belles boîtes, des licornes, ça peut être du Blablacar, du Too Good To Go, et qui ont du coup envie d'accompagner des jeunes projets, de retrouver un petit peu ce côté excitant d'avoir tous ces jeunes projets et être capable aussi de leur accompagner sur leurs thématiques clés de croissance.
Et très concrètement, quand tu parles d'accompagnement, c'est des sessions de mentorat qui viennent se faire tous les mois? Ouais, c'est un peu ça. Donc tu vas avoir, du coup, pour expliquer un petit peu quand nous on fait un investissement, donc Asterion investit et crée ce qu'on appelle un SPV, un Special Purpose Vehicle. Donc ça, c'est différent des business angels, c'est que au niveau de la table de capitalisation, tu as juste Asterion qui est présent, mais au sein d'Asterion, il y a un collectif qui est fait et nous on va chercher, en fonction de ce qu'on a établi dans la due diligence, l'analyse, quels sont les points clés pour l'entreprise en termes de croissance. Est-ce que ça va être capable de recruter? Est-ce que ça va être capable d'aller chercher du bizdev? Et du coup, être capable d'apporter, donc un SPV réuni entre 30, 50 investisseurs, apporter des compétences clés. Et il y a un advisor qui est vraiment, qui lui va accompagner la boîte de façon vraiment très resserrée. Et tous les investisseurs donnent 1 heure par mois de leur temps pour justement du mentorat, la mise en relation. Et cet advisor va vraiment suivre la boîte et va être rémunéré aussi par rapport à ça en BSA pour un accompagnement. Ok, très clair. Et quand vous rentrez, vous espérez rester combien de temps? Alors nous, on est evergreen, ça veut dire qu'on n'a pas d'horizon de sortie qui est prédéfini. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça un petit peu la beauté derrière Asterion, c'est qu'on n'a pas ce côté où on est obligé de sortir à un moment ou à un autre. On peut vraiment attendre, on peut accompagner les différents exercices de liquidité qui peuvent s'effectuer. Donc ouais, il n'y a pas d'horizon prédéfini après. Ouais. Est-ce que pour toi, parce que du coup en ce moment on entend beaucoup parler d'impact investing et tout, et en réel il y a beaucoup de fonds qui décident d'investir dans des boîtes à impact parce que ça fait sens, déjà d'un point de vue économique, la transition elle doit avoir lieu, donc ça fait sens en fait. Euh, Quelle est la particularité d'un fonds qui ne fait que ça pour toi? Alors, déjà, il y avait le côté où, initialement, pour venir sur Asterion, c'était lors de la levée de Clear Fashion, qui est un peu le Yuka de la mode, qui accompagne les marques dans leur développement RSE, sur toutes leurs problématiques liées à l'industrie textile, qui est quand même une industrie ultra polluante. Et du coup, il y a eu Stéphane, qui avait déjà été investisseur chez Pumpkin, voilà, par exemple, et il s'est rendu compte qu'il y avait une communauté qui se suivait de business angels, qui investissaient uniquement dans les mêmes projets et qui avaient quelque chose qu'on appelait encore l'impact qui commençait à exister, à se développer. Ils se sont dit, tiens, c'est intéressant. Du coup, il y a eu cette première vision de vraiment, nous, ce qui nous rassemble et les boîtes dans lesquelles on a envie d'investir, de donner notre temps, c'est des boîtes d'impact. Donc on a vraiment, c'est au cœur de la proposition de valeur d'Asterion d'avoir cet accompagnement impact. Et après, je pense que du coup, il va y avoir peut-être plus une recherche. Il y a toujours la recherche performance financière, etc., pour que la boîte puisse croître, se développer, recruter, avoir un impact qui va être ce qu'on appelle at scale, le mot te parlera. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un accompagnement fort sur tout ce qui va être l'impact, la recherche de la mission. Toutes les entreprises dans lesquelles Asterion souscrit ont pour obligation de devenir entreprises à mission. Et du coup, il y a vraiment cette partie sur laquelle on tente de les accompagner. Et la différence peut-être aussi qui nous explique un peu le côté impact, c'est on est très focus sur les primo-entrepreneurs. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est des primo-entrepreneurs. Et du coup, il y a le côté vraiment les accompagner dans leur mise en place, à la fois dans leur développement et dans la structuration de leur mission, leur raison d'être, etc. Ok, très clair. Est-ce que tu peux me présenter, pas forcément en détail, mais à très grands traits, votre portfolio? Est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles vous allez plus souvent ou pas? Oui, bien sûr. Alors, du coup, sur les 10 investissements, il y a eu Clear Fashion qui a été le premier historique, la pierre fondatrice. Ensuite, on a eu d'autres investissements comme Axio, qui est un SaaS de mesure d'empreinte carbone qui accompagne les PME dans leur transition avec une forte dimension d'accompagnement. On va avoir plus récemment les Crèmeries Unies. Ça va être un système de glace local qui va être produite avec une juste rémunération des agriculteurs. On va avoir Everdye qui va traiter le sujet de l'industrie textile. Plus récemment, on commence un petit peu à avoir une spécialité qui va se créer autour des sujets indus qu'on aime beaucoup, qui historiquement n'ont pas forcément été financés par des projets, par des fonds d'investissement. Et du coup, on commence à avoir un peu cette expertise avec Everdye, avec une autre participation qui va bientôt être annoncée. Et on a aussi Claro, avant toutes mes aides, qui va pour le coup permettre aux salariés de découvrir les avantages auxquels ils n'avaient pas le droit forcément et permettre vraiment
de lutter un peu contre l'inflation en découvrant quelles primes potentiellement ils peuvent avoir, etc. Donc, Quand vous êtes face à des dossiers et que vous hésitez entre plusieurs, par exemple, est-ce que c'est important pour vous de diversifier selon les objectifs de développement durable qui sont adressés ou plutôt là d'être dans une démarche de recentrer une expertise pour vous, en se disant que vous allez apporter plus de valeur si vous resserrez? C'est quoi la stratégie? oui, bien sûr, je pense que il y a vraiment un côté où la communauté elle est assez diverse. On a pas loin de 400 investisseurs qui sont vraiment présents autour de nous, donc ils peuvent adresser plein de thématiques. On découvre, il y a vraiment ce côté super intéressant aussi de l'impact qui évolue. On découvre des projets de capture de carbone, etc. par exemple, sur lesquels on n'est pas expert. On tente de se faire une conviction. Il y a des projets comme le textile où on a Bérangère qui a fondé Isée dans une vie précédente sur lesquels on a une expertise. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas vocation à se dire ça c'est notre thèse absolument, on va faire que ce type de dossier, mais on regarde un petit peu et en termes de diversification aussi, voilà, être capable de se dire pourquoi pas la santé, c'est vrai qu'il y a un tel impact dans la santé, etc. Pourquoi pas aller sur des dossiers comme ça. Donc a priori oui, on continue à se diversifier et à faire des dossiers avec à chaque fois ces primo-entrepreneurs qui dégagent quelque chose et qui ont vraiment une vision de la société et de l'impact qui nous intéresse. Très clair. Donc tu m'as parlé du statut entreprise à mission, qui est vraiment une condition en fait pour que vous investissiez. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça critères de sélection hyper importants pour vous? Alors, c'est un peu le motto d'Astérian, l'impact, c'est pas une norme, c'est une philosophie. Donc, nous, on va vraiment chercher à avoir une discussion, c'est quelque chose de super important avec les entrepreneurs. Il y a toujours un appel qui est fait avec un des associés qui a vraiment un côté très philosophie, où il étudie la philosophie à côté d'Astérian, et on réfléchit avec eux sur ça. Après, en termes de critères d'investissement, on adresse des entreprises qui cherchent du financement de VC, donc en capital risque. Donc effectivement, ça limite déjà un petit peu le champ. Ça exclut les structures de l'ESS principalement. Ça dépend ce que tel type de structure. Par exemple, l'agrément ESUS, c'est quelque chose sur lequel on peut aller, qui présente ses spécificités, mais sur lequel on peut aller effectivement. Il va y avoir d'autres types de financement, comme titres participatifs, comme des coops, etc., qui sont plus effectivement compliqués à financer pour un fonds de capital risque comme Astérian. Ouais, je vois. Et par exemple, sur l'agrément ESUS, il y a un des piliers de cet agrément qui est de moins rémunérer le capital. Oui. Jusqu'où vous êtes prêt à faire des sacrifices, j'ai envie de dire, sur la rentabilité financière pour l'impact? Alors, c'est une bonne question, c'est une super question. Et je pense que ça va être aussi un petit peu dans notre thèse, si on devait en définir une, d'avoir une boîte qui, à la fois, quand elle va se développer, il va vraiment y avoir le côté où l'impact va grandir de façon croissante. Donc il y aura forcément toujours un petit peu des ajustements à faire. Mais nous, on a vraiment cette vocation quand même à avoir des boîtes qui sont en croissance, qui recrutent, qui vont toujours aller chercher plus de CO2, toujours aller chercher plus d'impact social. Et du coup, on essaye de faire tout en sorte pour que l'un et l'autre soient corrélés de façon systémique. Et du coup, il n'y a pas forcément cette opposition frontale qui peut exister entre retour financier et impact. Ce qui vous intéresse, c'est que le business model soit aligné sur l'impact et que plus il y a de rentrées, plus il y a d'impact. Exactement. Grosso modo. Ok. Est-ce que tu as des exemples de boîtes où c'est parfaitement aligné, par exemple? Ouais, c'est super intéressant. C'est vraiment quelque chose sur lequel on réfléchit. Il va y avoir toutes les plateformes qui vont tenter de, par exemple, tout ce qui va être traitement de déchets. Donc, le moins de déchets tu vas avoir, le moins ça va te coûter pour l'entreprise. Et du coup, l'entreprise se fera une plus grosse rémunération. Donc ça, c'est les types de business model où nous, on est fans et on cherche vraiment cet alignement. Mais voilà, toujours dans la nuance aussi, comment le chercher, etc. Mais ouais. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été vraiment difficile de décider si vous deviez y aller ou pas? Oui, bien sûr. Souvent, il y a du coup la partie due diligence financière qui est faite et qui nous permet de voir si le marché adressable est suffisant, s'il y a comment un go-to-market qui est clairement défini. Mais c'est vrai qu'il y a plein de discussions, notamment sur l'impact, qui sont vraiment où chacun vient un peu avec ses convictions et ça se confronte lors de la discussion. Donc, ouais, c'est quelque chose d'assez fréquent, effectivement. Tu as un exemple très concret? Oui. Du coup, il va y avoir tous les sujets de livraison, de colis, etc. Donc, déjà, par défaut, la livraison du colis, effectivement, c'est quelque chose qui questionne beaucoup sur notre modèle de société.
Après, il y a le côté où quand tu es dans une zone rurale, par exemple, tu n'as pas forcément accès, il y a plein de points qui ferment, donc il y a vraiment un côté où, bah, oui, c'est important et l'empreinte du dernier kilomètre, elle est existante, comment on fait pour l'adresser. À la fois, tu peux avoir l'impact social aussi, de se dire, tiens, est-ce que si voilà, on adopte tel business model, ça bascule un peu sur une ubérisation ou pas, mais en même temps, ça permet de recréer du lien social. Donc voilà, c'est plein d'écarts et on se dit, est-ce que si c'est Asterion qui les accompagne et qu'on est vraiment à leur côté pour l'impact, ça va le faire, on arrivera à donner la bonne direction. Donc ouais, plein de discussions sur ces sujets qui sont pas faciles. Et c'est pour ça que je disais, l'impact, c'est pas une norme, c'est une philosophie. On va vraiment essayer d'avoir quelque chose qui sera de l'ordre de la confiance et aussi de se dire, bah voilà, on les accompagne, on va tenter de vous incentiver sur ce sujet et voilà, avoir confiance aussi en On en parlait l'entrepreneur et ses en convictions. off la dernière fois, et c'est vrai que quand tu investis sur des primo-entrepreneurs, tu es obligé de miser aussi sur la confiance. Bien sûr, ils arrivent avec un pitch deck solide, des projections, etc. Il y a quand même une part de tu fais confiance à la personne qui porte le projet, quoi. Bien sûr. Et la vocation même, c'est d'accompagner des entrepreneurs et il y aura des moments où il faudra pivoter, il y aura des moments où ce sera pas forcément, tout ne se passera pas comme prévu, mais du coup, l'entrepreneur est vraiment la pièce centrale et c'est vraiment notre mission de les servir et de les accompagner dans leur développement. Ouais. D'ailleurs, tu sens apparaître un profil type d'entrepreneur ou pas? Bah, c'est assez amusant parce que justement, dans la dernière réunion qu'on a eue d'Ilflow, on voyait plein de profils d'entrepreneurs, des ingénieurs de 50 ans, des jeunes sortis d'école. Donc, il y a vraiment une diversité énorme et plein de prises de conscience aussi sur l'impact qui viennent d'éléments ultra différents de la vie, la naissance du premier enfant, la sortie d'école, les personnes qui ont ça ancré depuis leur première marche dans le climat quand ils avaient 5 ans, à la fois et l'entrepreneur de 50 ans qui a fait des beaux succès, qui se dit bah, aujourd'hui c'est ça pour mes petits-enfants. Donc il y a plein de profils ultra différents, ce qui est aussi trop chouette à voir. Puis tu me disais qu'il y avait pas mal de femmes aussi dans le portfolio, ce qui est assez rare quand même pour le souligner. Oui. Bah, la dernière statistique que j'avais faite, je ne les ai pas mises à jour, on était à 42%, porté par des équipes comme Clear Fashion, 100% féminines. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant sur l'impact et qui diffère pour le coup, pour avoir vu sur des thématiques comme la cybersécurité, etc. Quand j'étais à BPI, le gap il est assez énorme effectivement. Est-ce que tu penses que du coup il y a un frein un peu moins élevé pour les femmes pour lever des fonds sur ces thématiques-là, vu qu'elles sont plus représentées? Ou ça reste très compliqué selon toi? De manière générale, hein, là on parle plus d'Asterion, mais juste dans l'écosystème. Ouais, bien sûr. Bah, il y a plein de super initiatives. Je pourrais citer Leia, je pourrais citer Femmes Business Angel qui vont vraiment accompagner. Donc voilà. Mais est-ce que c'est plus compliqué ou pas? Je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, nous, on cherche vraiment à accompagner. Dans les primo-entrepreneurs, c'est vrai qu'il y a plus ce côté femme peut-être qui peut ressortir, etc. Et tu regardes dans les statistiques, la French Tech, les Next 40, il y a plus d'hommes que dans le CAC 40, ce qui est un peu paradoxal. Oui. Vous recevez combien de dossiers à peu près Oui, donc bah là, il y a une forte accélération qu'on observe depuis la rentrée. Donc on ne sait pas si c'est notre visibilité qui commence un peu à se faire au fur et à mesure des investissements ou si c'est aussi ce mouvement d'impact qui se déclenche. Mais on pense qu'il y a quelque chose comme ça quand on discute avec d'autres fonds, des incubateurs. Et du coup, là, on est à pas loin de 200 dossiers par mois qu'on va venir recevoir. Donc vraiment, quand tous les dossiers compris, etc., on est à 200 dossiers sur lesquels on applique un premier filtre. Il y a bien sûr d'autres dossiers qui nous sont envoyés par des leveurs, etc., et sur lesquels on ne va pas du tout et je ne les inclus pas dans ce décompte. pour 1 à 2 investissements par mois, c'est ce que tu me disais. Ouais. Donc ça fait vraiment un filtre énorme, en fait un tri énorme, qui se fait très principalement sur le pitch deck, quand même. Oui, complètement. Du coup, là, je me tourne vers toi plutôt pour avoir des conseils pour nos auditeurs et auditrices. C'est quoi un bon pitch deck, très concrètement? Eh ben, c'est une super bonne question. Et c'est vrai qu'on en reçoit du coup beaucoup, et j'en ai regardé beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue sur le nombre de pages, etc. Mais je pense que quelque chose qui est clé, c'est d'être capable de voir la mission de l'entreprise, quel est son impact, justement ce qu'on discutait avant, l'alignement entre impact et business model, il est clé pour nous. Il va y avoir aussi, comme disaient mes profs, la forme reflète le fond. Une présentation qui va être chiadée, etc. C'est quelque chose qui apporte un vrai plus. Et aussi, je pense, une capacité à montrer quel est le marché,
comment l'entreprise se différencie des autres qui existent sur ce marché, avec clairement un fort différenciateur, et aussi une perspective de go-to-market, donc à la fois le marché adressable, pour nous montrer l'opportunité qu'il y a derrière, à la fois le problème, impact que ça va venir sociétal, écologique, que ça va venir résoudre. Donc ouais, c'est un peu les éléments, avoir une clarté, et c'est vrai que quelque chose où je dirais peut-être pas le faire, ça va être quand je reçois des business plans à 10 ans sur un PowerPoint alors qu'il n'y a rien qui a été lancé, etc. Il y a presque le côté où le plus important, c'est vraiment qu'on ait une vision de ce que vous voulez accomplir, quelles sont vos personnalités aussi, c'est quelque chose qui doit ressortir à un moment ou à un autre. Donc voilà un petit peu les premiers accomplissements qui ont pu être faits. Est-ce que c'est parce que du coup vous recevez un pitch deck, dedans il y a le besoin de financement, général, la valo du coup. Oui. C'est courant de revoir la valo ou pas? Oui, après c'est une discussion, c'est une négociation aussi qui va être faite, qui évolue en fonction des contrats qui vont pouvoir être faits. Ça nous arrive de discuter avec l'entrepreneur, est-ce que tu es sûr que ton go-to-market c'est celui-ci, ce serait pas plutôt celui-là? Donc ouais, il y a plein de discussions sur la valo, et je pense que c'est un peu pareil, la valo elle n'est pas prédéfinie au début, il y a plein de choses qui peuvent la faire différer, etc. Et aussi un autre point, c'est de bien réfléchir, je pense. Alors déjà sur est-ce que le capital risque, c'est le type de financement qui est souhaité et qui est bon pour cette étape, parce qu'il y a plein d'autres types de financement, que ce soit du crowdfunding, que ce soit du non dilutif, qui sont super efficaces aussi. Et, ouais. Et typiquement, subvention aussi super important. Et quand je reçois aussi des pitch decks sur lesquels il y a 0% d'investissement en non dilutif qui est prévu, c'est quelque chose où je me dis mince, quelle est l'equity story derrière, et est-ce qu'il y a une réflexion sur comment éviter de trop avoir un pourcentage, trop de dilution, etc. Donc, Mais vous, sur la valo, vous n'avez pas vos propres outils en interne qui définissent la valo d'une boîte. Vous êtes assez flexible là-dessus? après, c'est une analyse un peu financière qui va être faite. Après, on reste sur du pré-seed, seed. Donc, il y a vraiment ce côté de combien les entrepreneurs ont vraiment besoin, quels sont les budgets les plus importants. Et c'est comme ça, c'est par la discussion, par l'échange avec l'entrepreneur qu'on va venir définir un petit peu en se disant oui, le marché adressable, il est d'autant. Oui, là, vous avez tel concurrent qui a levé autant. Il faut voir comment ça va être possible. De bien combattre et de bien être armé pour pouvoir déployer l'impact. Donc ouais, toutes ces choses-là sont super importantes. Okay. Et du coup, donc là tu m'as présenté un petit peu ce qui est essentiel à mettre dans le pitch deck. Est-ce que tu as remarqué des erreurs qui sont récurrentes et qui auraient pu être évitées facilement? Il va y avoir, alors ça va être tous les mauvais liens envoyés, toutes les présentations sur lesquelles il n'y a pas un mail, il n'y a pas une présentation de l'équipe qui va être faite. Enfin, c'est vraiment essentiel. Les founders, on a vraiment besoin de voir. Aussi, tous les accompagnements, quand il n'y a pas forcément l'équipe accompagnante, c'est quelque chose qui peut questionner, et ça peut être juste un mentor. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un énorme écosystème d'incubateurs qui est déployé, être capable de montrer un petit peu ça. Un projet qui n'est pas dans un incubateur, par exemple, c'est un no-go? C'est pas un no-go, mais pas du tout si la personne a su s'entourer des bonnes personnes, etc. Mais ouais, ça va être quelque chose qui va être vu avec un point assez positif d'avoir un incubateur, et on observe une différence aussi. Après, c'est du grosso modo, il y a plein d'entrepreneurs qui font leur chemin tout seuls et qui présentent des super boîtes et des super pitch decks. Mais globalement, on observe qu'il y a une qualité aussi qui sort avec, même au niveau de la présentation, des slides, un style qui va être plus travaillé. On sent qu'il y a de la réflexion derrière, qu'il y a un souci, qu'il y a une relecture qui a été faite. Ouais. C'est un petit peu ça le plus important. Puis ça montre aussi la capacité à fédérer Exactement, ce qui est essentiel. Est-ce que dans les pitch decks que tu as vus, et du coup j'imagine vraiment des centaines, est-ce qu'il y en a certains, sans forcément dévoiler si tu ne te sens pas, qui t'ont vraiment marqué, où tu t'es dit waouh, ça c'est original, même si vous n'y êtes pas allé, ça c'est original et j'adore, ou ça bizarre, j'aime pas trop? Oui, il y a plein de projets où il y a une créativité des gens qui m'inspire toujours, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'aime tellement ce métier, c'est que tu as des gens qui ont des solutions à des problèmes que je ne pouvais même pas imaginer, et qui vont avoir des moyens super créatifs d'y répondre. Donc c'est vraiment ça le plus beau dans ce métier, je pense. Et là, la semaine dernière, on a reçu un projet qui va venir traiter de la vie exoplanète. Donc comment créer des capsules pour à la fois sur Terre et sur Mars ou sur la Lune pour pouvoir assurer de l'habitabilité de ces planètes.
Donc à la fois, je suis là en mode, waouh, c'est assez incroyable, un peu perturbant, il est où l'impact derrière? Peut-être que ça va permettre de faire pousser des plantes rares qui sont ultra émetteuses de pollution, peut-être que ça va être ça, et du coup ça crée une bonne discussion, mais voilà, c'est le genre de petite surprise qu'on aime trop découvrir dans la revue hebdomadaire du Deep Flow. Ok, je vois très bien. Ça marche, bah écoute, j'ai peut-être envie de conclure plutôt avec des questions qui portent sur Asterion et sur votre modèle à vous, parce que voilà, tu as parlé de ce qu'il faut faire pour réussir à peut-être être financé par Asterion, mais vous, en tant que fonds, vous avez aussi vos enjeux de développement. Bien sûr. Et donc là, vous financez, tu me disais plutôt une boîte par mois, l'objectif c'est de passer à 2. Oui. Très concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ça ? Bien sûr, il va déjà y avoir tout le processus de levée d'un fonds complémentaire qui va venir abonder sur la partie qu'on appelle Club Deal, donc l'investissement historique en SPV. Et ce fonds va nous permettre de déployer plus, également d'accompagner nos boîtes dans leur série A. Donc ça, c'est un premier enjeu déjà stratégique. Le deuxième, c'est par rapport à la mission, et je pense que c'est essentiel, c'est de garder vraiment, nous, notre mission, être capable d'accompagner les entrepreneurs qui réparent le monde. Et les entrepreneurs, c'est pas juste nos participations. Ça va être aussi, sur les 199 dossiers qui vont pas être financés, de se dire comment moi je peux continuer, alors que voilà, il y a une augmentation du deal flow, à les rediriger vers potentiellement les bons incubateurs, si je pense que c'est le bon interlocuteur, le bon fonds qu'on connaît, qui a cette thèse, ce projet régional, etc. Donc vraiment être capable, et c'est vraiment la proposition de valeur d'Asterion, même quand on dit non, on tente de motiver les raisons pour lesquelles on a dit non, et on tente aussi d'apporter un peu du soutien. Ça peut être une liste de fonds sur lesquels ils peuvent s'adresser, ça peut être les solutions de financement en non dilutif qui peuvent exister, ça peut être les plateformes de crowdfunding. Donc continuer à vraiment avoir cet accompagnement des entrepreneurs auxquels on dit non et qui ont tellement des super projets. Et c'est pour ça aussi qu'on a juste envie de se développer et de financer plus de projets, c'est qu'il y a tellement de super idées qui émergent. Et enfin, sur les participations qu'on a, du coup, ça grossit petit à petit le portfolio. Donc là, on va avoir une dizaine de boîtes, ça va faire un peu plus d'une vingtaine d'entrepreneurs, et être capable de continuer à être à leur côté, continuer à avoir cet accompagnement fort et continuer à pouvoir faire des pétanques avec notre portfolio et garder un peu l'âme d'Asterion, quoi. Ouais, je vois très bien. Garder un côté, une proximité en fait, malgré le développement. Ouais, c'est hyper important. Mais du coup, la question que j'ai, c'est très concrètement, c'est quoi vos leviers pour aller chercher plus de projets ? Alors, il y a bien sûr la visibilité qui va être présente. Donc, on voit là récemment, il y a notre site qui vient d'être lancé. On voit qu'il y a plus en plus de deal flow. Il y a toujours être capable d'aller chercher des incubateurs sur lesquels on n'aurait pas forcément discuté avant, sur les thématiques industrielles. Être capable aussi de se renforcer, d'avoir des convictions. Je te parlais des projets de capture carbone. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit avoir des convictions, sur aussi le méthane. Donc continuer d'avoir vraiment ce côté où on va voir un petit peu tous les enjeux de la transition qui sont énormes, et il y en a plein qui se développent. Vous positionnez clairement dessus dans votre communication. Et se positionner, être capable de se dire, voilà, dans notre communication, on apporte de la valeur aux entrepreneurs, à notre portfolio, aussi à notre communauté d'investisseurs. Donc je pense, ça va être un petit peu cette optique-là qui nous permettra de faire du développement. Bah, si tu veux mon avis, c'est vrai qu'on on a un petit peu parlé la dernière fois en off, pas trop là, mais c'est vrai que l'écosystème à impact reste un micro-écosystème encore aujourd'hui, et il y a un besoin de documenter qui est assez énorme. Documenter les stratégies d'impact at scale de vos participations, ça aurait énormément de valeur pour l'écosystème en fait. Bien sûr. Mais oui, c'est vrai qu'après, il y a toujours ce côté où il y a la course un peu au temps qui est présente, et voilà, on reste une petite équipe et on a vraiment mission d'accompagner les entrepreneurs, mais c'est vrai qu'on voit plein de choix, plein de choses géniales, de nouveaux business models, d'écosystèmes sur le logement, etc., qui émergent et sur lesquels on échange avec les fonds, et on tente de se faire petit à petit des convictions dessus, et c'est vrai que ce serait quelque chose à documenter de plus en plus. Donc, je prends note. Yes, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être refaire un point sur votre avancement dans un an, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Et je te remercie en tout cas pour ta participation. Merci beaucoup, Adriana. Boum, l'épisode est fini, mais on va envoyer à nos abonnés une ressource complémentaire de folie. Du coup, si t'es pas abonné, clique sur le lien en description. Et si t'es déjà abonné, tu gères. Bref, on t'aime d'amour. Merci et à très vite.